Alors, la différence entre un royaume ou un pays souverain, enfin je dis ce peu importe, ce qui compte donc c'est la notion de souveraineté, un empire et les colonies. Enfin, les colonies, l'empire, ça va ensemble. Je dis, un empire qui n'a pas de colonies, ça, c'est pas vraiment un empire. C'est comment dire, c'est un accident de parcours. Voilà. Donc, alors, on va comparer les deux et on va donc utiliser les trois notions, donc enfin les trois choses les plus importantes pour tout le monde, peu importe s'ils les ont ou les ont pas. Donc, c'est l'armée, l'argent et les ressources. Alors donc le pays, donc les ressources la plus importante pour un pays, c'est sa démographie. Voilà. Non, non, c'est pas le pétrole, c'est pas l'or, c'est pas l'uranium. Non, non, non. Vous pouvez être extrêmement riche, je veux dire, en ressources, je dirais, naturelles, et d'être très pauvre. L'un n'empêche pas l'autre. Quand vous pouvez être très riche et je dis n'avoir rien comment dire, comme les choses. Parce que je dis, dans un pays souverain, ces hommes, sa vraie richesse. Voilà. Par exemple, vous voyez, à l'époque de Louis XIV, le pays le plus prospère donc en Europe, c'était la France. Pourquoi? Parce que je veux dire, c'était là où il y avait la démographie la plus forte. Il y avait plus de sujets, donc il y avait plus d'impôts et tout ça. Et puis Louis XIV, il a tout compris. Donc, il a bien compris qu'il fallait, comment dire, vous voyez cette petite phrase, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Voilà. Donc lui, il a inventé des idées. C'est lui qui a créé les premières académies. Bon, la toute première, c'était l'académie de danse. Vous allez me dire que bon, c'est un peu futile, mais n'empêche qu'encore aujourd'hui, je veux dire, les ballerines dans les écoles, ils parlent français parce qu'ils font les pas à la française. Vous voyez. Ça continue toujours à rayonner, en tout cas dans ce domaine-là. Donc, il a créé d'autres académies par la suite. Et il y a aussi, donc, il a, comment dire, c'est sous Louis XIV qu'on commençait à faire des premiers produits de luxe. Les tapisseries françaises, c'était extrêmement coûteux. Donc, on arrivait à les vendre un peu partout et encore une fois, ça permettait le rayonnement donc à la française. Donc, oui, je dirais, la France est très vite positionnée donc dans la production de luxe à l'intérieur du pays. Non, mais c'est très important. Il faut donc, non seulement vous avez une bonne démographie, des gens en bonne santé, parce que sinon ça ne sert à rien, voilà, les gens bien éduqués. Donc, l'éducation, ça va être la première chose dans laquelle chaque pays souverain investisse, c'est dans l'éducation et de la recherche. C'est indispensable. Sinon, je dis, vous ne en sortez pas. Voilà. Et donc, ces hommes-là, donc, en bonne santé et bien éduqués, ceux qui produisent la richesse. Et pour qu'ils puissent produire les richesses, il faut donc qu'ils aient une industrie digne de son nom. Et l'industrie française, je dirais, encore une fois, je veux dire, même déjà à l'époque, elle était parfaite. Bon, aujourd'hui, ça a un peu changé, mais bon, on ne parle pas d'aujourd'hui, on parle de l'époque. L'époque d'être français, c'était, on était fier d'être français. Oui, parce que je veux dire, le roi, il brillait de mille feux et son royaume brillait avec lui. Et, et pour qu'il brille encore mieux, il fallait le défendre un peu. Mais parce que je dis, quand quelque chose brille très bien, je veux dire, il y a beaucoup de gens autour qui ont envie de mettre son grappin dessus. Donc, il y a l'armée. Et l'armée, donc, elle est, pour un royaume souverain, c'est une armée dissuasive. C'est celle qui protège les frontières. Et là aussi, c'est très important d'avoir une bonne démographie parce que, à un moment donné, ça revient au même. Plus vous avez de soldats, plus, donc, finalement, vous êtes capable de vous défendre. Et si vous ne vous défendez pas, bon, vous faites, comment dire, vous faites marcher la diplomatie. Parfois, c'est la diplomatie, on va dire, de plumard, mais ça marche. Je vous donne un exemple. Vous avez un prince, vous avez un royaume voisin où il y a une princesse, vous mariez les deux, vous réunissez les deux royaumes, qui ont donc des intérêts communs. Attention, c'est pas pour autant un empire. Non, un empire, c'est quand on envahit, on a assujetti un pays. Quand c'est, comment dire, quand c'est la diplomatie. Voilà. Et vous savez aussi, donc, dans les séries de rayonnement françaises, vous savez que je crois que c'était jusqu'à fin 19e, hein, la langue française était donc la langue qui était dans les protocoles, c'était obligatoire. Donc, à chaque fois, quand il y avait des réunions diplomatiques, il fallait que tout le monde parlait français. Oui, la langue française, c'était la langue, on va dire, diplomatique. Hein, comme quoi, ça change. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi que quand vous écoutez les diplomates russes, bon, les moitiés de mots, c'est des mots français. C'est pour ça que je dis aussi que pour les Français, apprendre à parler russe, c'est pas grand-chose. Dans le langage courant, même, il y a un tiers de mots sont d'origine française. C'est comme ça. Et ça revient encore à... Enfin, bref, peu importe. Bref, ce que je veux dire, c'est que voilà, un pays souverain, la chose la plus importante, la démographie, les hommes en bonne santé, bien éduqués, l'armée capable de les défendre, et puis le troisième, l'argent. Il est important, il est même indispensable que c'est donc à l'intérieur du pays que l'argent est contrôlé.
Oui, parce que oui, la première chose, il faut que donc c'est l'intérieur du pays qu'on l'imprime, enfin on le fabrique, on le tamponne, enfin je sais pas quoi. Voilà. Et donc c'est aussi à l'intérieur du pays qu'on définit sa valeur. C'est pas à l'extérieur. Quand ça commence, comment dire, quand c'est à l'extérieur qu'on définit combien coûte telle et telle chose dans votre pays, c'est fini. Je veux dire, vous êtes plus souverain du tout parce que c'est quelqu'un d'autre qui peut donc produire l'inflation ou déflation dans votre pays. Et là, je veux dire, votre souveraineté est là, pas soulevée. Donc c'est très important. Donc c'est vous qui le produisez, c'est vous qui définissez donc le volume d'argent produit, mais aussi sa valeur par rapport aux biens que vous produisez. Ça va ensemble. Vous produisez les biens à l'intérieur du pays ou alors vous les faites donc venir de l'extérieur, mais toujours donc contrôler à l'intérieur, voilà. Et à ce bien-là, donc il y a l'argent qui correspond. Par exemple, les gens qui utilisent votre argent, ils savent à quoi ça correspond dans votre pays. C'est pas une question de juste de confiance, c'est une question de rentabilité. Enfin, oui, parce que pour moi, il peut être important avantageux de posséder de l'argent de Louis XIV parce que je sais qu'avec cet argent-là, je peux dans son pays acheter ça, ça, ça et ça et ça. Et bon, si les pièces sont plus en or, c'est bien. Mais bon, je dirais, les pièces en or, ils ne vont pas tous ensemble. Les pièces en or avec Louis XIV dessus, ça valait plus qu'une autre pièce. Parce que, encore une fois, je dis, le rayonnement donc, monétaire d'un pays, c'est aussi sa souveraineté et c'est sa force. Alors que quand vous êtes un empereur donc, ça marche pas du tout pareil. Non, pas du tout. Déjà, la démographie, c'est une démographie contrôlée. C'est une démographie qui doit être, comment dire, réduite, parce que il faut montrer à tout le monde que les gens qui sont les citoyens de votre empire vivent super bien. La démocratie. Plus le pays est petit, plus, je veux dire, les citoyens de ce pays moins nombreux, déjà, moins vous partagez entre eux, et puis surtout, c'est plus simple de les rendre riches. Comme ça, les autres, donc, qui vivent dans les colonies, peuvent dire, ah oui, quand on a un passeport romain, on va parler de l'Empire romain en l'occurrence, là, donc, on a tout le pouvoir. C'est le Graal. En revanche, quand on est, enfin, je veux dire, quand on vit en Égypte, ça ne veut pas grandir, ces choses, voilà. Sauf quand on était donc sous le règne de Cléopâtre, mais sinon, en parlant donc de Cléopâtre, voilà. C'était une grande diplomate. Voilà. Donc, elle était un peu naïve, d'accord, certes, mais elle voulait, comment dire, elle voulait faire égal à égal, vous savez, avec les Romains. À l'époque, c'était donc encore comment dire ça, une république, c'est ça. Donc, il y avait donc 3 types qui la dirigeaient, un triumvirat, voilà. Et donc, elle a essayé, comment dire, user de ses charmes, voilà. Il voulait dire, tiens, on va se marier, on va faire des enfants ensemble, on va réunir nos pays, ce sera gagnant-gagnant. Non, mais elle n'a pas compris, quand je veux dire, attends, elle est en Afrique et les autres, ils sont en Europe. Il n'y a pas gagnant-gagnant entre les deux. Enfin, elle était naïve, quoi. Voilà. Enfin, elle a quand même essayé. Donc, elle a fait un fiston, donc Césarion, avec César, voilà. Je sais pas comment elle a fini, mais je crois pas très bien. Non, vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. On est toujours en train de envier les princes, les enfants de rois et tout ça. Mais il n'y a pas toujours que des trucs bien, quoi. Il y en a qui finissent avec une tête coupée alors qu'ils n'ont même pas eu le temps de vivre, quoi. Vous voyez, c'est pas toujours cool, hein. Enfin, passons. Donc, Cléopâtre, donc, elle a d'abord essayé donc se marier donc avec Jules César, voilà. On sait comment il a fini, Jules, hein. On a toujours bien trahi que par ses plus proches. Et après, donc, elle a essayé donc Marc-Antoine, voilà. Alors, Marc-Antoine, qui est donc rentré en grande pompe, donc, à Alexandrie, il était présenté comme Dionysos, tiens, à propos. Comme Dionysos, Dieu venu d'ailleurs, vous voyez, qui amène la paix et la prospérité. Mais quelle enfance pour Rome, quoi. Un dieu grec, pour les Romains, non, mais c'était une insulte, paf. Surtout quand on sait que Dionysos était strictement interdit là-bas. Un traître, il était super mal vu, quoi. Je dis, non, mais c'était une bêtise à ne pas faire, de faire ça. Donc, ça a donné, on va dire, toute possibilité au petit Octave, voilà, un petit politicard de rien du tout, je dirais, qui n'a jamais sorti de Rome, un petit intrigant, voilà. Donc, ça lui permet de mener, de lever une armée pour aller donc faire la guerre à Cléopâtre et à tous les autres. Et donc, une fois qu'il a assujetti l'Égypte, c'est l'âge d'or à Rome, en empire. Pourquoi? Parce que les ressources, le blé, le manger. Parce que oui, il pouvait tout à fait donc de faire des commerces avec, mais bon, quand vous envahissez un pays, quand il est assujetti à vous, alors c'est vous qui définissez le prix des engrais, du blé. Et c'est d'ailleurs des Romains qui ont donc inventé la petite pièce, vous savez, la bronze.
il y avait donc les pièces en or, il y avait les pièces en argent, et les Romains, ils ont inventé une petite pièce en bronze. Donc, il y avait 3 catégories. Il y avait donc les citoyens de Rome, une petite élite bien gardée, donc tout le monde était hyper envieux, voilà. Après, donc, il y avait des gens, enfin, de glandus qui étaient là, quoi, qui travaillaient normalement en espérant un jour obtenir donc les fameux petits papiers, quoi. Voilà. Et puis il y avait les esclaves, le moins que rien. Et donc les esclaves, c'était donc la monnaie de bronze. Et d'ailleurs, vous savez quoi, les trucs de Jeux Olympiques. Donc, on reçoit donc les médailles d'or, les médailles d'argent et les médailles de bronze. Voilà. C'était pas du tout comme ça hein, en Grèce. Non, non. En Grèce, il y avait un vainqueur. Il n'y avait pas de catégorie 1, 2, 3. Non, non. Il y avait un vainqueur et sa couronne était honorifique. Voilà. Donc, c'est les Romains qui ont inventé donc ces 3 médailles-là. Et ça montre bien un petit peu de qui on tient. Voilà. Et pas que dans ce domaine-là. Oui, oui, parce que il paraît que quand donc Rome a envahi la Gaule, c'était pour son bien. Ils ont emmené la civilisation. Vous avez remarqué, c'est toujours comme ça. Les empires, ils amènent la civilisation. C'est génial. Il y avait des routes, des routes. Bon, c'était des routes, c'est comme ça qu'on sait que c'était civilisé. Alors, les routes, ils étaient quand même principalement pour donc piquer les biens, voilà, et puis les ramener à Rome, parce que tous les chemins menaient à Rome, voilà. Mais on décrète que c'était pour le bien de Gaulois. Hein, les pauvres Gaulois. On ne sait pas ce qu'ils seront devenus, hein, si les Romains les auront pas envahis, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, les Romains, c'est eux donc qui fabriquaient leurs pièces. Voilà. C'est eux qui tamponnaient l'argent. Voilà. Et ceux qui définissaient les prix des choses. Donc, à partir du moment où ils ont envahi l'Égypte, ben, l'Égypte vendait du blé, je veux dire, en pièces en bronze. Voilà. Vous voyez la différence? C'est là. Et un empire, vous voyez? Donc, non seulement donc, c'est lui qui définit les prix qu'il y a dans vos pays, voilà. C'est lui qui dit, moi, je t'achète du blé ce prix-là, ou je t'achète de l'uranium ce prix-là, puis si tu n'es pas content, on s'en fiche, c'est moi qui définis les prix, c'est moi qui ai l'argent. Voilà. Et en plus, il est non seulement donc, il contrôle votre argent, mais il contrôle aussi votre, le nombre d'hommes que vous avez dans votre pays. Là. C'est comme ça. Oui, la démographie dans les colonies ne va pas être importante. Non, non. Disons que si vous avez une colonie dans laquelle il y a plus d'hommes que dans votre propre empire, eux, ils peuvent à un moment donné, voyez, se lever contre vous. Donc, il faut contrôler la démographie dans les colonies. Il faut leur expliquer qu'il faut surtout pas faire de bébés. Si vous avez trop de bébés, c'est ça qui fait votre malheur. Voilà, il faut leur rentrer dans la tête. Il faut surtout pas que dans les colonies, il y a des bébés. Voilà. Les Africains, les bébés, stop. C'est la démographie, on va dire, la plus basse au monde, mais c'est encore à eux qu'on explique qu'il faut pas faire des bébés. On cherche à comprendre pourquoi. Enfin, donc, la démographie doit être contrôlée donc dans le pays parce qu'il ne faut pas qu'il y en a trop, parce qu'il faut quand même partager les richesses, et surtout, il va être en baisse dans toutes les colonies. Voilà, c'est important. En plus, dans les colonies, il faut donc non seulement qu'elles soient en baisse, donc il faut qu'elles soient en mauvaise santé, hein, et puis il faut qu'elles soient pas éduquées. Voilà. Il faut leur compter le bon narratif, voilà, comme ça. Non, mais je dis, c'est génial. C'est vrai que vous vous rendez compte qu'encore aujourd'hui en France, les gens sont persuadés que l'Empire romain leur a amené donc que du bien. C'est quand même dingue. C'est vraiment dingue. C'est pour vous dire que jusqu'à aujourd'hui encore, on en est persuadé. Alors que voulez-vous, les pauvres Africains, bah oui, ils sont persuadés aussi que la colonisation, pour eux, c'était le Saint Graal. Alors, bref. Alors donc les démographies et puis aujourd'hui donc on peut plus tellement contrôler les démographies comme ça. Enfin ici on peut quand même toujours faire des vaccins, voilà donc ça en réduit. Donc on a quoi d'autre? On a donc on a les guerres, voilà ça c'est bien, ça réduit aussi pas mal la démographie. Donc il y a les deux pays, les deux colonies qui se battent entre eux. Donc et puis vous arrivez là au empereur, vous dites toi t'as raison, t'as pas raison, toi t'as raison, toi t'as pas raison. Puis comme ça ils continuent toujours à se battre. Donc du coup c'est toujours la démographie en baisse. Et le temps qu'eux se battent, vous continuez à payer à piquer donc leurs biens, voilà. Et puis il y a aussi, oh oui, ils vendent aussi des armes hein, au passage, j'ai oublié ça. Et il y a aussi un autre truc qui est très, très important, c'est donc la dette. Oui, il faut qu'ils soient terriblement endettés parce que tant qu'ils sont endettés, donc ils peuvent pas donc fabriquer leurs biens à eux parce qu'ils sont obligés donc au lieu d'investir chez eux, à payer la dette. Et au lieu d'investir chez eux aussi, je veux dire l'émigration. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, parce qu'à l'époque donc, de Romains, il y avait des esclaves qu'on allait chercher dans les colonies. Voilà. Bon, aujourd'hui, il paraît que c'est interdit, donc on a trouvé un autre astuce, donc c'est l'immigration. L'immigration, c'est une trouvaille géniale. Non seulement c'est l'immigrant qui paye donc son voyage, voilà, parce qu'avant il fallait donc payer les bateaux, tout ça, il fallait les chercher loin, bon, il y avait une forte mortalité là-dedans. Cela dit, il y a toujours une forte mortalité. Mais en revanche, c'est donc l'immigrant qui paye.
donc à toute sa famille, donc qui se cotise pour lui donner de l'argent pour qu'il vienne donc Eldorado. Donc il vient par exemple en France pour faire donc pour balayer les routes et sortir les poubelles. Parce qu'on a quand même toujours donc les citoyens et puis les autres. Non, ben, je dirais l'immigration, c'est une trouvaille extrêmement géniale. Donc c'est vraiment l'esclavage moderne. Voilà, je sais pas comment on appelle ça comme ça, c'est autrement. Et en plus, je veux dire, encore une fois, voilà, ça sort des gens de chez eux, mais des gens déjà qui sont déjà grands, en bonne santé, et éduqués si possible. Tiens, vous savez quoi? Je veux dire, il y a un énorme scandale aujourd'hui. Il paraît que les Allemands, ils sont en train de piquer les migrants russes en Ouzbékistan. Voilà. Ils sont en train de conclure donc les accords pour que les médecins donc d'Ouzbékistan viennent travailler en Allemagne. Scandaleux. Hein. Ce trafic des migrants comme ça, je dis, on traite des trucs, c'est pouf. Voilà. Enfin, je sais pas ce que ça va donner, mais pour le moment, donc les Russes, ils sont en train de dire, ah, flûte, hein, on ne pique pas nos immigrants quand même, hein, s'il vous plaît. Voilà. Pas des Ouzbeks, pas des médecins. On verra. Donc, enfin, c'est une petite parenthèse. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que les migrants, c'est ça, c'est l'esclavage moderne. Donc, alors, on a parlé donc des gens, on a parlé de l'argent, voilà. Oui, on a aussi un autre truc, je veux dire, les guerres. Mais donc là, dans un cas de l'Empire, l'armée, il n'est pas du tout donc pour protéger ses frontières, non, elle est pour contrôler donc pour les envahir, mais aussi pour contrôler les colonies. C'est des bases. Voilà, ça s'appelait pas des bases à l'époque romaine, c'était donc bon, ça revenait à peu près à ça. On mettait des centurions un peu par-ci par-là, et donc ça permettait contrôler. Voilà. On mettait donc un procurateur, voilà, et puis on mettait un gus, vous voyez, un gus qui était donc à la solde de l'Empire, voilà. Ouais. Bon, parfois c'était un peu ridicule, les gus qu'on mettait là. Il y en a certains qui étaient un peu, comment dire, un peu SS, voilà. SS veut dire sauteur, voilà. Qui se tire là, voilà, qui se tire. Oui, c'est ça, c'est à la solde de l'empereur. Vous avez remarqué? Non, il ne se tue pas juste quand il est sous la tribune entouré des handicapés, notre Mimi premier. Non. Il se tue aussi quand il parle. Non. Observez-le quand il est debout, devant son pupitre, là. Et quand il parle, vous allez voir, hop, il parle, hop, il hop, il se tue. Voilà. C'est un SS, c'est un sauce sautilleur. Voilà. Comme ça. Enfin bref, encore une fois, je dirais, je me l'éloigne. À cette vitesse-là, je ne vais pas arriver au bout. Donc, alors l'Empire, donc voilà, donc il va mettre des bases partout et son armée, il va utiliser donc pour aller envahir donc les pays lointains, là où il y a la vraie ressource. On va dire aujourd'hui c'est du pétrole, à l'époque donc c'était de l'or. L'Égypte, par exemple aussi. Qui d'autre est allé encore à envahir l'Égypte, hein? Napoléon, oui, Napoléon, un empereur. Voilà. Il allait aussi en Égypte, voilà. Bon, on va dire que l'Empire romain, c'est pas un super bon exemple, parce que je veux dire, c'était une petite, comment dire, c'était un empire comme une étoile filante, flac. Mais n'empêche qu'il allait, hein, il leur amenait donc la civilisation et puis il les tombe. Ben, ça amenait du pognon dans l'Empire. Parce que je veux dire, vous voyez, quand on a coupé la tête du roi, donc c'était Louis XVI, oui, déjà l'Empire était en déclin. Donc on a coupé la tête du roi, mais on a arrêté toutes ses dettes. Et pour donc rembourser les dettes, la guerre. Donc Napoléon, il a fait d'abord la guerre pour rembourser les dettes. Oui, il n'avait pas le choix. Puis après, donc il a pris goût, donc il allait un petit peu, on va dire. Enfin, celle qui lui a amené vraiment beaucoup d'argent, c'est donc quand il allait en Afrique. Parce que chez les autres, l'or, à un moment donné, ça s'épuise. Hein. Donc c'est pour ça, je dis l'or romain, par exemple, eh ben, le vrai, donc matière première, l'or, je veux dire, c'est quand ils ont allé donc vers l'est et vers le sud. Là. C'est là qu'ils ont pris de l'or. Après, donc, ils ont fait leurs pièces, et après, cet or-là, il circulait un peu en Europe. Voilà. Bon, comme en Europe, il n'y a pas de mine d'or, donc tous les pays européens, ils se battaient entre eux pour donc piquer des trucs chez les uns, chez les autres. Mais quand même, ils ont tout épuisé, parce qu'à un moment donné, ça s'épuise, ben, ils ont ils ont dit, tiens, on va aller sauver le tombeau de Christ. Voilà. Et sauver le tombeau de Christ, c'est pour remplir les poches des Européens. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Voilà. Et quand il y avait plus de tombeaux de Christ à sauver, je dis quand ils ont pillé tout ce qui était là-bas, ben ils ont allé donc prospecter ailleurs. Voilà. Ils allaient mener porter leur civilisation, en Afrique d'abord, et puis aussi en Amérique. Voilà. En Amérique, ça c'était bien. Là, ils sont devenus très civilisés et l'Europe est devenue très riche. Voilà. Mais bon, je veux dire, quand on parle de Napoléon, je veux dire, c'était pas un vrai empire. Non. Ça pourrait lui ressembler. Il est fait déjà qu'il allait en Égypte, et il est fait que donc il a un petit peu, comment dire, rempli les poches. Il a mis un peu.
Mais les pays réellement, je veux dire, les pays d'Europe qu'il a conquis, ils n'étaient pas vraiment, je veux dire, assujettis à l'Empire. Ça, c'est la première chose. Même s'il a mis ses cousins, ses frères, ses sœurs. C'est une très grande famille, hein, on ne parle pas de très, très grande famille. Mais il y a un truc qu'il n'a pas contrôlé. Et c'est ça qui a fait que, finalement, c'est mal fini. C'est l'argent. Voilà. C'est lui qui a fait énormément d'argent sous les guerres de Napoléon. C'est, je vous donne en mille, Rothschild. Oui, oui, c'est le même. C'était ça. C'est de guerre de Napoléon que les Anglais, ils ont eu leur première fortune. Enfin, je dis, dans les Anglais, je dis, la famille Rothschild. Oui, puis ils ont inventé une sombre histoire avec des pigeons qui voyageaient, qui transportaient donc des nouvelles et tout ça. Donc ils ont fait une espèce de truc un peu pas très honnête, hein, je veux dire, concernant les marchés et tout ça, sous la guerre, sous le bataille de Waterloo, je crois. Bref, peu importe. Ce qui importe, c'est ce qui compte là dans ce que je viens de vous dire, c'est que je veux dire, Napoléon, il n'a pas contrôlé le pognon. Le pognon était contrôlé par la famille Rothschild. Donc, à partir de ce moment-là, le type, il a tout perdu. Parce que si vous voulez être un vrai empire, il faut contrôler les trois. C'est comme ça. C'est l'armée, les ressources, peu importe les ressources humaines ou autres, et, et l'argent. L'argent, c'est même la chose la plus importante. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Je veux dire, les Africains, les francs CFA, c'est une arnaque, ça crée arnaque. Parce qu'on explique aujourd'hui que, bon, c'est plus de colonies. À partir du moment quand c'est quelqu'un d'autre qui imprime votre argent, et c'est quelqu'un d'autre qui l'échange contre, je veux dire, l'argent qui vaut quelque chose, et c'est eux qui définissent les prix dans votre pays, déjà, bonjour l'inflation. Voilà. Non, un euro qui s'échange contre combien de millions là en francs CFA, hein? Et c'est aussi eux qui définissent combien ils vous achètent votre uranium. Donc vous n'êtes absolument pas du tout autonome. Donc pour récupérer votre autonomie, il faut récupérer déjà votre argent. C'est vous qui définissez donc combien vaut telle et telle chose, voilà, et c'est vous qui l'imprimez. C'est important. Sinon, je veux dire, sinon vous n'êtes pas souverain. Mais encore une fois, les génies de l'Empire, c'est d'expliquer quand même aux Africains que les francs CFA, c'était pour leur bien. Ah oui, il y en a encore, il y en a qui croient encore. Ah oui, mais comment va-t-on faire? Comment on pourra pouvoir acheter donc des choses à l'extérieur si on n'a pas la France qui nous échange notre franc CFA sur, hein? Alors, les mecs, vous avez toutes les matières premières chez eux, chez vous, je veux dire, les Africains. Votre argent, il est indexé à votre or. Donc, la question ne se pose pas. Arrêtez de tout le temps croire que l'empereur est tout puissant et que ceux qui vivent donc dans l'empire, ce sont des gens sacrément mieux que vous, quoi. Non, non, ils sont pas mieux que vous. C'est juste une arnaque. Mais pour que cette arnaque marche, il y a une quatrième chose qui est très importante, c'est le média. Voilà. Oui. Il faut qu'on croie que l'empire et les gens qui y vivent sont naturellement tout puissants. Et puis à Rome, c'était quoi? C'était le petit Octave. Quand il est arrivé au pouvoir, l'âge d'or est revenu avec lui. Bon, c'était pas compliqué, il avait l'Égypte dans sa poche. Enfin, je dirais, pour le montrer à tout le monde, pour dire que la boucle est bouclée. Donc, il y avait, je sais plus quoi, quelle déesse qui a donné, je sais plus qui, donc un bouclier sur lequel donc il y avait tout un schéma donc, de création de Rome là. Et lui, Octave, donc se présentait en grand costaud avec une cuirasse, voilà, sur laquelle donc il y avait donc le retour de l'âge d'or. Il y avait les gens en pantalon, donc qui se rabaissaient entre eux, en leur reconnaissant la primauté. Eux, ils étaient en jupette, voilà. Les mecs en froc, donc qui s'agenouillaient devant les mecs en jupette. Voilà. Et les mecs en jupette, ils étaient supérieurs. Voilà. C'est comme ça que ça marchait à Rome. Et les gens y croyaient. Hein. Et l'Arapakis, voilà. Donc, parce que lui, ici, donc, il a construit plein de monuments donc, à Rome pour montrer donc, la gloire de ce fameux âge d'or. Voilà. Et l'Arapakis, c'est pour montrer que la paix est revenue dans l'Empire. Voilà. Après, donc, s'il y avait des guerres tout autour, donc, dans les colonies, ça compte pas. Et c'est comme avec les autres, là. Vous savez, les Hikimondes, là. Et depuis 30 ans, il paraît qu'il n'y a plus de guerre. Voilà. Camilla, là. Camilla Harris, elle a dit ça. Elle a dit ça. Très fière. Elle a dit, oui, depuis 30 ans, depuis que les États-Unis, enfin, les Amériques, donc, dirigent le monde, regardez, on vit en paix. Voilà. C'est pas parce que l'Empire vit en paix qu'il n'y a pas de guerre. Non, non. Vous savez, c'est une arnaque à peu près la même que quand vous allez à Ikea. Voilà. Vous allez à Ikea pour acheter 3 boîtes. Et vous ressortez avec un ticket de caisse comme ça. Voilà. Vous dites, mais j'ai rien acheté, mais comment ça se fait que j'arrive à cette somme-là? Avec tous les trucs, hein, vous comprenez rien avec des cultes, tout ça.
Si vous voulez partager la note, c'est pas possible parce que vous savez pas ce qui est écrit. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, c'est ça. À la fin, vous dites que, bah non, il n'y a pas de guerre, mais vous regardez votre ticket et vous dites, ah oui, si, quand même. Ah si, quand même, il y a tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ah oui. Voilà. Ben, c'est exactement pareil. Donc, c'est pas parce que je dis, l'Empire, il n'est pas bombardé qu'il n'y a pas de guerre dans le monde. Au contraire, je dis, plus l'Empire est puissant, plus il y a de guerre. Parce que l'Empire, il est obligé de contrôler tout ça. Et à un moment donné, donc, l'Empire, il est plus capable de contrôler. L'Empire romain, il est devenu tellement énorme qu'à un moment donné, il fallait les sonder en deux et mettre 12 empereurs, les tétrarques. Et il y avait 2 empereurs qui devaient prendre les décisions pareilles, de s'entendre bien pareil, comme s'ils étaient genre de jumeaux. Ça ne peut pas marcher. Puis un empire qui se divise, ben voilà. Et ça finit toujours comme ça, les empires qui se divisent. Et je sens que ça pend un peu au nez en coco là-bas. Hein, les divisions des États-Unis. Hein. Eux, ils peuvent aussi être sondés en deux, parce que il n'a jamais été aussi divisé, les États-Unis. Voilà. On se demande même s'ils vont arriver là jusqu'à leurs élections. Parce qu'ils trompent quand même. Là, ça devient à la limite banal qu'on essaie de le tuer. Ouais, ça interroge personne. C'est devenu quelque chose de... Bon, voilà, je veux dire, les infos du matin, la météo, la gym, enfin, je sais pas, la bourse. Et puis tiens, on a essayé de tuer Trump de cette façon-là ou de cette façon-là. Ah, et Trump, il ne peut pas être président, donc oui, on va tout faire pour le... Et puis, une fois qu'il sera aiguillé, mais l'Empire, il sera scindé en deux. Voilà. C'est comme ça que l'Empire romain a fini. Et puis l'Empire français, bon, je ne sais pas si on peut parler encore de l'Empire. À partir du moment quand vous avez un pays qui est non seulement plus souverain, mais qui n'a plus aucun rayonnement, je veux dire, le pays, les autres, je veux dire, les colonies, pouf, ils sauvent. Et ils commencent toujours pour se sauver, ils utilisent quoi? Ben, l'armée, normal. Parce que la démographie, il n'y en a pas, l'argent, il n'y en a pas, donc il n'y a que l'armée. Voilà. Donc c'est normal, quand on est en train de leur reprocher de faire des putsch militaires, comment voulez-vous faire autrement? C'est comme ça. C'est comme la Russie. Mais la Russie aussi, désolé pour tous les gens qui aiment la Russie, mais la Russie, il n'est pas encore totalement, on va dire, autonome. Voilà. Parce que déjà, sa démographie, je ne parle même pas. Alors, je veux dire, les autres, ils ont tout fait pour que la Russie ait une démographie le plus bas possible. Et puis l'argent, ben, je ne sais pas s'il appartient totalement, parce que la banque russe, donc la réserve fédérale russe, donc c'est les filiales de la réserve fédérale là-bas, donc aux États-Unis, qui donc n'ont plus pas une banque nationale là-bas. Là. Ça pose quelques problèmes, mais bon, à chaque fois un président qui voulait donc nationaliser la banque, à chaque fois, il finissait mal. Et il y en avait un comme ça, un petit Jean là, qui avait une super idée. Il a dit, tiens, ici la réserve fédérale devient une banque nationale. Hein. Tiens, voilà. Il s'appelait Kennedy, celui-là. Donc, oui. Donc, je veux dire, Trump, il n'a rien inventé de nouveau. Hein. Même s'il a dit que non, il va garder ça, je dis, on ne sait jamais. Je comprends qu'on a envie de l'éliminer, ce petit coco. Voilà. Et là, tu dis, c'est la prévidence même qui le garde en vie. Mais combien de temps ils vont le garder en vie, j'en sais rien. Et même s'il arrive aux élections, ne vous inquiétez pas, ils vont bien expliquer que de très peu de justesse, il n'a pas été élu. Et là, voilà. Donc l'Empire scindé en deux. Enfin, c'est peut-être une bonne chose, mais bon. Donc, alors, je reviens donc à mes empires, voilà, et à la France. Donc, la France aujourd'hui, bon, on voit bien que, bon, l'argent, ça n'appartient pas, donc je veux dire, c'est contrôlé à l'extérieur. L'armée, bon, notre petit SS là, le petit sautilleur là, bon, l'armée déjà, il n'y a pas grand-chose, mais il nous reste la bombe, la fameuse bombe qu'il est en train de, je l'offre à qui veut, voilà. Il peut toujours l'offrir à plus offrant, voilà. Enfin, c'est tout ce qu'il reste aujourd'hui hein, à la France dans sa souveraineté, c'est encore la bombe. Espérons qu'on va le garder pendant quelques temps au moins. Sinon, pour le reste, il n'y a plus grand-chose. L'industrie, le machin, tout ça. Et même, vous savez quoi? En parlant de médias. Oh oui, on a des médias, la Bordeaux, blabla, tout ça. Mais je veux dire, mais le média, on va dire, d'une façon générale, le média, celle qui nous rend des idées dans la tête. Le cinéma. Regardez les films d'Hollywood. Là, je veux dire, attendez, là, les États-Unis, mais c'est, je parle même pas de Rocky, de Superman, même les extraterrestres, quand ils viennent sur Terre, c'est là-bas qu'ils vont, parce qu'ils ont bien compris qui est chef. Et maintenant, regardez-moi les films français, il y a les films français. Des copains, genre, dans une bagnole, ils partent en vacances, il y a une qui crève, ils s'arrêtent dans un hameau avec un vieux olivier, avec un vieillard, blablabla, tout ça, des trucs un peu enfin, voilà. Il y en a un qui déprime, l'autre qui, je sais pas, qui tombe amoureux, le troisième qui n'est pas content. Enfin, tu sais, le camping, les vacances, la retraite, voilà. Je sais pas si la France, elle brille vraiment avec ça. Et tu te demandes, mais comment c'est possible que les Français aujourd'hui, ils peuvent pas faire des films à leur gloire, quoi. Hein ben non. Non, ben regardez là, même la Seconde Guerre
mondiale. On a donc d'un côté on a la grande vadrouille et de l'autre côté il faut sauver soldat Ryan. Il n'y a pas photo. Et aujourd'hui il y a plein de gens qui sont persuadés que c'est les États-Unis qui ont sauvé la France, enfin l'Europe même. Vive le cinéma. Encore une fois, vous voyez, je dis quand vous avez tout, les médias participent au fait que là-bas c'est super. Même si c'est du gros caca, boudin, n'importe quoi, mais on est persuadé, les gens ils sont persuadés que c'est super. Et d'ailleurs, la preuve, regardez aujourd'hui, vous allez dans une pâtisserie, une religieuse au chocolat, hein, en revanche, il y a partout des donuts, voilà. Les donuts ont remplacé les religieuses au chocolat. Donc, je veux dire, on voit bien qu'aujourd'hui, la France, non seulement c'est plus un empire, mais quelque part, on se demande si c'est pas une colonie, voilà. Mais enfin, voilà. Ça veut dire, ça va être le sujet numéro 2. Voilà, on va parler des empires et des colonies. Donc, et ce sera pour la prochaine fois. Aujourd'hui, donc, j'étais déjà suffisamment barbare, donc je vous dis allez, à la prochaine.